Buongiorno a tutti, io sono Luisa Russo, dirigo l'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile di Napoli e lavoro da molti anni sull'elaborazione e la realizzazione di nuovi modelli operativi per la salute mentale in età evolutiva. Oggi ho il piacere di intervistare Maurice Corcos, psichiatra, psicoanalista, direttore del Dipartimento di Psichiatria dell'adolescente e del giovane adulto dell'Istituto Mutualista Montsouris di Parigi e professore di psichiatria infanto-giovanile all'Università Paris-Descartes. Il professor Corcos ha una lunga esperienza sulla psicopatologia dell'adolescente e del giovane adulto e sulle varie manifestazioni cliniche della sofferenza in tale fascia di età. È autore di numerosi libri sulle problematiche psicopatologiche in adolescenza, in particolar modo sui disturbi del comportamento alimentare, in continuità con l'esperienza iniziata da Philippe Jamet, noto psichiatra e psicoanalista, che ho avuto il piacere di conoscere a Parigi durante il mio tirocinio professionale e di avere come ospite a Napoli nel lontano 2006, proprio in un congresso internazionale da me organizzato sui disturbi del comportamento alimentare, i cui contributi furono raccolti da me e da Anna Maria Niccolò, past president della Società Psicoanalitica Italiana, in un libro dal titolo Una o più anoressie, edito da Borla. Spero di poter quanto prima invitare anche Maurice Corcos a Napoli. Maurice Corcos ha anche scritto alcuni libri molto interessanti sulle classificazioni secondo il manuale DSM, cioè il manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, e sugli elementi critici e riduttivi di tali classificazioni che saranno oggetto dell'intervista che seguirà. Alors, bonjour Maurice, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous pour cette interview. Je viens de lire ton livre L'homme selon les DSM et je partage beaucoup de ce que tu écris. Je voudrais te poser des questions, une sorte d'interview sur les thèmes dont tu parles dans ton livre. La première question. Tu as écrit un livre assez critique sur la classification des DSM. Peux-tu nous faire part de ton expérience? Qu'est-ce qui t'a mené aux considérations présentes dans les 10 livres? Merci. Eh bien, l'événement le plus important qui m'a amené à commencer à réfléchir et à penser à écrire ce livre est quelque chose que j'ai écrit déjà dès le début du livre. C'est l'inquiétude très importante que j'avais à l'époque concernant la formation des internes et des externes, les jeunes psychiatres. Bon. Et quand je les voyais venir dans mon service et quand j'avais des réunions avec eux, que ce soit des réunions autour de cas cliniques, de patients, ou que ce soit des réunions autour de la bibliographie, j'étais très impressionné, très effaré par l'inculture considérable sur la psychopathologie et surtout le fait qu'ils étaient déjà formatés à réfléchir uniquement d'une manière symptomatique, c'est-à-dire à colliger, mettre ensemble l'ensemble des symptômes purement comportementaux, et que pendant l'heure et demie que dure la réunion, il ne me parlait absolument pas de l'histoire du sujet, de sa vie, de ses relations amoureuses, de sa sexualité, de ses relations affectives, de s'il aime le théâtre, le cinéma, la musique, l'activité sportive, enfin de la vie, quoi. La vie et son histoire, l'histoire de ses parents et l'histoire de ses grands-parents, le transgénérationnel. Ça ne les intéressait plus. Ça n'est pas dans le DSM. Le DSM est une invention américaine, fondamentalement, et l'Amérique, qui a des qualités considérables, a aussi des idéologies, des partis pris, et en particulier, elle a décrété la fin de l'histoire. Et l'histoire ne l'intéresse pas. Quand l'Amérique débarque au Vietnam, ou en Irak, ou en Afghanistan, elle ne s'occupe pas de l'histoire des populations qu'elle va rencontrer. Elle se voit comme libératrice d'un certain nombre de dictatures qui ont existé, mais les traditions, les cultures, la connaissance de l'étrangeté, de l'altérité de l'autre, ça ne l'intéresse pas. Et on a vu les dégâts considérables que ça a entraîné. Bon, très bien.
Je vous parle de ça parce que Joe Biden vient de décider enfin de sortir de ce bourbier. Dans bon nombre de cas, l'Amérique, et ça lui permet de progresser d'ailleurs, hein, contrairement à la culture, à la civilisation européenne qui est très attachée à l'introspection, à la réflexion sur les éléments historiques, culturels et transgénérationnels, qui peut lui permettre de perdre du temps et de ne pas agir aussi efficacement, aussi rapidement. L'Amérique est très dans le concret. Le mot d'ordre américain, c'est move forward, c'est ne pas s'intéresser au passé, faire table du passé, dépasser ça pour accéder au rêve américain. Eh bien, ça transparaît dans l'interprétation qu'ont les idéologies américaines de ce qu'est la rencontre avec le patient psychiatrique. Bon. Et ça, c'est pas la psychanalyse. La psychanalyse s'intéresse évidemment à l'histoire et au transgénérationnel, mais la relation humaine la plus élémentaire dans la rencontre avec l'autre doit permettre à l'autre d'exprimer d'où il vient, quels ont été les ressorts de son développement, qu'est-ce qui a participé ou pas à certaines inflexions, certains cheminements, des traumatismes, des rencontres heureuses. Tout ça n'intéresse pas, c'est le comportement ici et maintenant. Et pourquoi les Américains s'intéressent au comportement ici et maintenant? C'est parce qu'ils pensent que tout est biologique, que les éléments de facteurs environnementaux existent, mais qu'ils ont peu d'impact par rapport à une réalité biologique. Vous le savez, en Italie, comme ici en France ou ailleurs, la psychiatrie est une spécialité extrêmement pauvre. On n'a pas mis en évidence de facteurs de vulnérabilité biologique absolue, même dans la schizophrénie, même dans les troubles bipolaires, même dans le retard mental, même dans l'autisme, où il y a une vulnérabilité, ou dans la démence, il y a une vulnérabilité génétique. Celle-ci ne suffit pas. Les facteurs environnementaux, les facteurs épigénétiques ont un rôle beaucoup plus important. Nos amis américains ont envahi l'Europe, envahi le monde avec la culture DSM, qui est la culture idéologique américaine, de s'occuper ici et maintenant d'une gestion des comportements qui seraient sous-tendus par des déterminismes biologiques que l'on n'a pas mis en évidence, mais on continue pour autant. Alors moi, je dis ça très bien, il y en a d'autres aussi, mais on est une certaine minorité, mais il y a des mouvements aux États-Unis qui bougent considérablement, et l'un des plus importants est celui mu par Frances Allen, qui est celui qui avait fait le DSM-4. Donc celui qui était à l'origine de l'organisation du DSM-4, il a démissionné, il n'a pas voulu faire le DSM-5, il a dit une phrase très simple: nous voulions faire quelque chose qui soit bio-psycho-comportemental, et nous avons fait quelque chose qui est bio-bio-bio. Et probablement dans les années à venir, le DSM va être balayé parce que le NIMH, l'équivalent de l'inspection de santé et de recherche ici en France, le CNRS, l'INSERM ou chez vous la recherche, donc le grand pôle de recherche, le NIMH, a déclaré que le DSM-5 était une hérésie, que les malades ne méritaient pas ce genre de diagnostic, qui était une abstraction totale, qui n'avait rien à voir avec la clinique, qui était une pure abstraction, et qu'ils allaient désormais travailler, non pas à la psychopathologie ou à l'histoire, non, mais à déterminer des biomarqueurs cérébraux et des images cérébrales à l'IRM. La psychiatrie est une spécialité médicale, mais un petit peu particulière, quelles que soient les vulnérabilités biologiques, et elles n'existent que dans 10-15% des cas. Dans la grande majorité des cas, les troubles psychiatriques sont liés à des facteurs environnementaux, mais même chez les patients qui sont vulnérables biologiques, la dimension de relation humaine à l'autre, qui passe par l'affect, l'émotion, l'intérêt, l'investissement de l'histoire de l'autre, si on ne la prend pas en compte, ce n'est pas la même spécialité, ça redevient de la neurologie. Et donc, actuellement en France, il y a beaucoup de mouvements qui bougent partout, qui disent que, la pédopsychiatrie va disparaître, on ne s'intéresse pas à l'histoire, donc on ne s'intéresse pas à l'enfance, à l'adolescence et à la maternité, et deux, que bien évidemment, très rapidement, on va modifier les budgets. Là actuellement, nous qui avons la chance, contrairement à vous, Italiens, d'avoir à un certain moment séparé la neurologie de la psychiatrie, nous risquons bientôt de revenir à l'état antérieur où il y aura un mélange de la neurologie et de la psychiatrie, et il n'y aura plus de psychiatrie de l'enfance et de la périnatalité. Il y aura une gestion par les psychiatres adultes de tous les troubles psychiatriques. Voilà ce que le DSM va instaurer. Bon, donc pour répondre à ta question, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que j'étais très inquiet par rapport aux jeunes et que je voulais essayer de les faire bouger. Alors ils ont bougé, ils sont en train de bouger un peu.
mais on ne peut pas dire que ce soit grandiose, exceptionnel, non. Il faut savoir que les jeunes psychiatres se baladent dans leur blouse avec le mini DSM et que quand ils voient un patient, avant même de commencer à dialoguer avec lui, ils ouvrent le livre pour voir quelles sont les catégories diagnostiques. Et maintenant, c'est encore plus dramatique puisque le DSM est téléchargé sur le portable. Donc, vous imaginez que la première rencontre avec un patient, ce n'est pas un échange de regard à regard pour essayer d'étudier toute la dimension transcorporelle, toute la dimension infraverbale. Non, c'est à partir d'un ordinateur qui dit quels sont les... Et on sait aux États-Unis maintenant que les patients, quand ils rentrent, dans la grande majorité des cas, avant de commencer à parler à quelqu'un, ils remplissent un questionnaire. Donc, la première rencontre avec un homme, avec Ecce Homo, la première rencontre avec un homme, c'est un questionnaire ou un ordinateur, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas éthique et en même temps, ça n'est pas scientifiquement valable. Ouais. Bien sûr, je suis d'accord. Alors, deuxième question. Comment le département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte de l'Institut Mutualisme Montsouris a changé durant les dernières années? Merci. Alors, bon, vous savez que mon prédécesseur, qui est très connu, y compris et surtout en Italie, Philippe Jamet, a initié les départements de psychiatrie de l'adolescent en France. Avant Philippe Jamet, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les enfants et les adolescents étaient suivis en pédiatrie et les adolescents et les adultes jeunes étaient suivis en psychiatrie d'adultes. Vous imaginez qu'un enfant, un adolescent suivi en pédiatrie va régresser avec des nourrissons, et qu'un adolescent, un adulte jeune qui rencontre un mouvement psychotique, une bouffée délirante ou un passage à l'acte suicidaire et qui rencontre des patients extrêmement âgés, extrêmement chroniques, ce n'est pas la meilleure chose à faire pour l'aider à se dégager de ça. Donc, c'est Philippe Jamet qui a introduit les départements de psychiatrie de l'adolescent et du jeune. Donc, avec une entrée qui est autour de 13 ans, après la puberté ou autour de la puberté, et une sortie qui est autour de 20-21 ans. Très bien. Donc ça, nous avons gardé le fait qu'il fallait un espace particulier dévolu aux enfants et aux adolescents. La deuxième chose qui a été initiée par Philippe et que nous avons accentuée, c'est qu'il n'y a pas de troubles psychologiques tout seul, qu'il n'y a pas d'enfants ou d'adolescents tout seul, ça n'existe pas. Ça s'intègre dans une dynamique familiale, dans une dynamique sociale, dans une dynamique culturelle. Donc, une chose très importante dans le département, c'est l'attention que nous avons donnée à la thérapie familiale. Il y a 3 couples de thérapeutes familiaux. Chaque unité du service a des réunions avec les parents et s'est développée actuellement, qui est l'objet d'une recherche qui va être validée, la thérapie multifamiliale, c'est-à-dire où on voit beaucoup de familles en même temps. Donc, j'insiste, même si c'est très coûteux en termes d'effectifs, en termes de temps, il n'y a pas un seul patient, enfant ou adolescent, dont la prise en charge ne s'accompagne pas systématiquement par une sollicitation de la famille pour aller dans le groupe des parents. Les gens ne peuvent pas être hospitalisés s'ils ne vont pas au groupe de parents de l'hospitalisation. Et évidemment, on sollicite aussi pour des thérapies familiales ou des thérapies multifamiliales. Et ce n'est pas les mêmes indications. Il y a des patients, des familles qui sont accessibles à la thérapie familiale, où il faut un certain niveau de mentalisation, de représentation, d'élaboration. D'autres, des familles très démunies, dans des milieux socio-économiques extrêmement défavorables, avec des pathologies borderline, elles sont très justiciables de la thérapie multifamiliale. Et ça, c'est une découverte qu'on a faite, c'est que des familles qui discutent entre elles des difficultés de leurs adolescents, avec nous comme médiateurs, c'est beaucoup mieux qu'une thérapie familiale qui va creuser un petit peu trop vite les traumatismes et qui fait flamber toute la famille. Bon. Donc, première chose, la famille. Une chose qui a beaucoup changé depuis que je suis là, c'est ce que je crois modestement avoir apporté, c'est mon obsession de tout temps, c'est mon côté nietzschéen. Nietzschéen disait que la psychiatrie est une psychologie du corps. Je crois que nous autres psychiatres, nous sommes passés à côté de cette idée centrale, c'est que c'est le corps qui est le siège de toutes les émotions, comme disait Wilfried Bion. Le corps est le siège de toutes les émotions et ces émotions sont les mères de toutes les pensées. Donc, nous ne sommes pas des psychiatres, psychanalystes qui vont directement au langage
à la pensée, parce que nous avons des patients qui sont dans des difficultés de mentalisation et qui sont dans des difficultés d'accès au langage. Nous passons directement par le corps, dans un premier temps. Ça veut dire en pratique que j'ai engagé beaucoup de massages, relaxation, psychomotricité, ateliers sportifs, ateliers socio-esthétiques, PAC. Vous avez les PAC pour les patients autistes ou les patients anorexiques extrêmement régressés. Donc, il y a une unité de médiation corporelle avec beaucoup de monde. Et c'est une anecdote intéressante. Lorsque j'ai eu à faire face aux besoins d'argent pour engager des gens, j'ai dû choisir entre des psychologues ou des psychomotriciens, et j'ai choisi des psychomotriciens et pas des psychologues. Je crois, et mes collègues avec moi, qu'il faut d'abord en passer par le corps. Il faut d'abord leur restaurer un corps. Il faut qu'ils puissent habiter leur corps. Il faut qu'ils puissent être dans leur corps. Il faut qu'ils puissent le mobiliser, ne pas le maltraiter, l'anorexiser, l'automutiler, le scarifier, tout ce que vous connaissez. Bon. Et donc, les médiations corporelles sont essentielles chez nous. Et lorsque le corps est restauré, lorsque le corps redevient investi, que ce soit sensoriellement, mais aussi évidemment à cet âge-là érotiquement, lorsque ils habitent ce corps, ils sont dedans, ils ne se sentent pas étrangers à eux-mêmes, alors nous avons introduit un autre atelier qui sont les médiations culturelles, qui sont très importantes. Lorsque vous viendrez visiter le service, vous verrez, il y a des médiations culturelles partout, c'est-à-dire que tout le service est parcheminé de tableaux, qui sont des tableaux faits par les patients avec les soignants, de sculptures, de poèmes, de robes. Enfin, on a fait tout un tas d'ateliers d'artistes, de résidences d'artistes avec des ergothérapeutes et des art-thérapeutes. L'idée essentielle, c'est qu'une fois que le corps est restauré, ils peuvent témoigner sur la page blanche, sur l'ordinateur, dans la sculpture, d'une représentation de ce qu'est leur corps retrouvé. Et ça n'est qu'après qu'on les voit en psychothérapie. Donc, s'il y a une chose très importante qui a changé, c'est cet intérêt que nous portons. Et nous avons écrit un livre sur les médiations corporelles qui est sorti. L'intérêt que nous portons au fait d'abord de rasséréner, de restaurer ce corps qui est souvent un corps qui a été traumatisé, maltraité, négligé, carencé, violé. Il faut le restaurer avec des femmes, bien sûr, en général, des femmes relativement mûres. Il y a un côté maternant dans cette contenance dans les médiations corporelles. Ensuite, on les élève jusqu'aux médiations culturelles. Et là, ensuite, en psychothérapie, on peut commencer à parler. Donc, c'est bien une psychanalyse institutionnelle appliquée, qui n'est pas une cure de langage immédiate. Elle passe d'abord par la restauration du corps et l'accession à une pensée nouvelle grâce à un corps nouveau. Ouais. Je rajoute un élément, un autre élément très important. Bon, on faisait avant, mais pas avec autant d'importance. Bon, c'est aussi du fait de la clientèle. Hein. Nous avons beaucoup de patients borderline, limite, et quasiment, il n'y a pas un seul patient limite, borderline, qui ne souffre pas d'addiction. Donc, nous avons une unité d'addictologie où la question des prises de toxiques, des prises d'alcool, de l'anorexie, de la boulimie est prise en charge. C'est une erreur absolue de faire de la psychanalyse avec quelqu'un qui est shooté, qui est alcoolisé, qui est enivré, qui est maigre à 30 kilos. Il faut qu'il y ait une prise en charge bifocale entre le médecin addictologue avec un sevrage bien programmé et une prise en charge psychothérapie psychanalytique en même temps. Voilà. OK. C'est la troisième question. Comment les manifestations cliniques du malaise psychiatrique, et c'est ce que tu as déjà dit, se sont-elles modifiées dans l'adolescence et les jeunes adultes dans les dernières années? Toujours plus fréquemment, on fait face à des adolescents qui présentent d'être somnolents pendant cette période imprégnée de virus. Quelle pathologie mentale les gens sont en train d'incuber et combien cette souffrance, pas encore dite ni pensée, arrive à former une demande d'aide? Quel modèle l'Observatoire de Montsouris et la réflexion du groupe de travail a mis en œuvre et propose pour l'intercepter? Merci.
Alors oui, c'est une très très bonne question et j'ai fini ce matin sur un article que je vous enverrai sur le confinement, les effets du confinement, les effets de la pandémie sur l'anorexie mentale, parce que ça a été dramatique. J'ai écrit un papier dans le journal Le Monde de lundi sur le sujet. Bon, pour le dire vite, nous avons une demande massive. Toutes les places sont remplies. Nous avons 30 patientes sur liste d'attente, 30 patientes gravissimes sur liste d'attente. Et nous gérons en consultation au téléphone un nombre, une centaine de patientes anorexiques dramatiques. Les 30 qui sont en liste d'attente, les 100 que nous avons au téléphone, on devrait les hospitaliser. Et nous n'avons pas les moyens de les hospitaliser parce que les lits sont pleins. J'ai changé la façon de faire avec les anorexiques pour diminuer le temps d'hospitalisation de celles qui sont hospitalisées pour libérer les places plus vite. Il s'est passé quelque chose de très intéressant et de dramatique, c'est que la trop grande proximité des patientes anorexiques avec leur famille, cette trop grande proximité a réactivé les conflits mentaux qu'il y a entre eux et la famille. Alors, tous ceux qui disaient l'anorexie mentale, c'est biologique, ça n'a rien à voir avec la famille, là, ils ont compris que la trop grande proximité des enfants avec leurs parents faisait des confusions, faisait des indifférenciations et que lorsque les familles étaient malheureuses, pour tout un tas de raisons, eh bien, ça explosait. Et quand ça explose en anorexie, eh bien, elles maigrissent. Donc, nous avons vu arriver un nombre considérable de patients extrêmement maigres, quasiment pré-réanimatoire. Or, on n'avait pas de place en réanimation, ça a été très compliqué. Bon. Voilà pour l'anorexie. Mais en gros, il s'est passé la même chose pour les autres types de patients. Nous avons assisté à des violences conjugales, des maltraitances à enfants, des tentatives de suicide extrêmement nombreuses. Bon. Et en particulier dans les endroits en banlieue, dans les milieux socio-économiques défavorisés. Bon. Pour tout un tas de raisons où les conditions sanitaires étaient moins bonnes, il y avait moins de médecins, il n'y avait pas d'école, ils n'avaient pas d'informatique, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, les enfants et les adolescents ont été très mal et ont fait des passages à l'acte suicidaires, des passages à l'acte hétéro-agressifs ou des passages à l'acte symptomatiques avec des phobies scolaires, des replis dans leur chambre ou des anorexies. Bon. Ça veut dire, ça c'est la pandémie, mais même avant, on sentait quelque chose qui montait, qui est qu'on est en train enfin de prendre en compte la réalité de ce que justement le DSM dénie, c'est-à-dire l'histoire de ces patients qui présentent des troubles psychiatriques à l'adolescence. Cette histoire, elle est massivement marquée par des facteurs environnementaux qui sont des maltraitances, des négligences, des séparations, des discontinuités de présence, des enfants qui sont l'enjeu d'emprise entre deux parents, des abus sexuels qui explosent, qui sont révélés, des harcèlements avec les nouveaux réseaux sociaux. Enfin bon. Donc, les facteurs environnementaux traumatiques, la notion de traumatisme à l'origine des troubles psychiatriques se révèle dans son ampleur parce que le couvercle a été levé par tout un tas d'évolutions sociétales, dont le mouvement féministe, le mouvement MeToo, qui a pris une expansion très importante et qui a fait révéler tout un tas d'histoires, pas simplement dans les milieux défavorisés, dans les milieux favorisés aussi. Il y a quelque chose de la relation de l'homme à la femme, de la relation des parents aux enfants qui n'est plus aussi sanctifiée, aussi sacro-sainte. On comprend que l'espace familial est un espace merveilleux d'épanouissement, mais aussi un espace tragique parce qu'il s'y passe des proximités compliquées. Donc ça, oui, ça va réveiller beaucoup de monde, incontestablement. Ouais. J'ai développé des relations d'amitié avec un certain nombre de psychanalystes français que vous connaissez certainement, que ce soit André Green, que ce soit J.B. Pontalis, que ce soit Michel de Musan, tous ont été inspirés par les tragédies grecques. Tous ont compris que l'archaïque, l'archéos, évidemment, le commencement, l'autorité, là où se jouaient des choses, c'est indispensable pour comprendre la psychiatrie. Alors, dans mon service, les jeunes, en dehors de faire des séminaires de lecture avec des textes psychanalytiques, en dehors de faire des présentations cliniques où j'insiste sur la psychopathologie, sur l'histoire, on a depuis 30 ans maintenant un séminaire psychanalyse et littérature
où les grands textes de la mythologie, et en particulier grecque, sont étudiés parce que c'est essentiel, cette culture-là, pour comprendre ce qui se joue dans les familles, bien sûr. Ok. Et les soignants, comment on peut conjuguer sans être obsolète la tradition des sciences humaines avec la modernité et les demandes de la société toujours plus technologique? Là aussi, c'est une très bonne question. Et alors, de fait, on est obligé de s'adapter à ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en France? En France, nous avions un système exceptionnel, c'est-à-dire que les infirmiers, les soignants, les ergothérapeutes, les assistants sociaux faisaient des certificats de psychiatrie tout à fait spécifiques. D'accord? Ça a disparu. Maintenant, ce que je reçois comme infirmier, ergo, assistant social, c'est les mêmes infirmiers que ceux qui sont en réanimation ou qui sont en gynécologie ou en urologie, des techniciens. D'accord? Ils n'ont jamais rencontré de malade mental. Quand ils viennent dans mon service pour travailler, c'est la première fois qu'ils rencontrent des troubles psychologiques. D'abord, ça a un intérêt parce qu'ils sont jeunes, bien sûr, et surtout, ils sont excellents d'un point de vue technique, alors que les vieux infirmiers, ils l'étaient moins. Donc, on utilise ça. Mais alors, la rencontre, la relation, la distance, la gestion de la violence, la proximité, tout ça, ils ne comprennent pas. Tout ça, ils ne... Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un séminaire de thérapie institutionnelle dans le service. Les grands noms de la thérapie institutionnelle, Jacques Hockman, Pierre de Lion et d'autres, viennent dans mon service et ils passent une journée, une fois par mois, avec ces infirmiers. Tosquel disait, la psychiatrie, c'est simple, il faut soigner les soignants. D'accord? En pédopsychiatrie, en psychiatrie de l'adolescent, les soignants, les infirmiers qui sont en contact, en proximité avec les patients, subissent des projections d'angoisse très importantes qui les désorganisent, surtout s'ils n'en ont pas l'expérience, s'ils n'ont pas travaillé. Ils ont des contre-attitudes et contre-transferts qui peuvent être dramatiques. Les réunions avec ces soignants pour travailler ces projections, ces contre-attitudes, c'est central pour maintenir une unité, surtout avec une unité où il y a 30 anorexiques ou une autre unité où il y a 10 suicidants. Donc, la thérapie institutionnelle pour ces jeunes soignants, elle est fondamentale. Il faut les intéresser, les amener à penser à travailler avec leur psychisme, avec leur préconscient. Il faut qu'ils comprennent qu'un mois qui serait sans précaution, ça serait un mois qui dort debout, quoi. Il faut les aider à imaginer, rêver, les autoriser à dire ce qu'ils ont imaginé, ce qu'ils ont rêvé, ce qu'ils ont pensé. Donc, c'est tout un enseignement, tout un accompagnement qui est formidablement important. Bon. Et je dis qu'il nous amène une technique que nous n'avions pas, qui nous rassure beaucoup, mais pour ce qui est de la question de la gestion de la distance de la relation humaine, c'est à nous de les former, quoi. Donc sur le tas. Alors j'ai eu des moments difficiles quand j'ai perdu mes grands infirmiers, mes vieux infirmiers avec la grande expérience qu'ils avaient, évidemment, et quand les jeunes sont arrivés, il y a eu un hiatus. Mais là, je suis assez content. Ça fait un petit moment, ces jeunes sont maintenant assez matures. Ils ont autour de 40, 45 ans. Et je prépare la nouvelle génération d'infirmiers. Donc, il faut qu'ils apprennent sur le terrain ce que c'est que la distance, la relation. Et l'idée essentielle, c'est qu'on ne peut pas rencontrer un être humain, mais a fortiori un patient, si on ne le rêve pas, si on ne le pense pas. Si simplement on le jauge, on le calcule, on l'évalue, ce n'est pas comme ça en psychiatrie que ça marche. Pour la simple raison que les patients que nous avons, les patients psychotiques ou les patients borderline, si quelqu'un ne les pense pas, ne les rêve pas, alors eux, ils ne pensent pas et ils ne parlent pas. C'est très important à leur faire percevoir que s'ils changent leur relation avec ce patient, s'ils pensent ce patient, s'ils l'imaginent, s'ils écrivent quelque chose sur lui, s'ils en discutent avec leurs collègues, s'ils en discutent avec les médecins, alors le patient va leur parler. Parce que le patient va sentir que eux, ces soignants, ils pensent à lui et donc il a donc un endroit où il existe. Et si le patient psychotique ou borderline sait qu'il a un endroit dans la tête de quelqu'un qu'il existe, alors il peut commencer à parler. Ça, c'est formidable. Alors aussi, j'ai fait en sorte que quelque chose qui n'existait pas avant et que j'ai autorisé, les infirmiers, les assistants sociaux, les ergos, je les fais rentrer dans les thérapies familiales.
Ils font des thérapies multifamiliales. Je les fais rentrer dans le psychodrame psychanalytique. Ils jouent avec les patients. Donc, ils sont plus engagés dans le soin et ça permet une formation plus rapide. Ouais. Alors, la dernière question. Oui. Tu proposes avec puissance la centralité de la relation qui nourrit le soin et la nécessité de se donner le temps de la rencontre et du dialogue en nous interrogeant sur une nouvelle technique de modélisation de la maladie mentale et de la clinique. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Merci. Oui. Je crois que les modèles scientifiques neurobiologiques, il faut évidemment bien les connaître pour pouvoir les discuter. Nous avons eu dans le service bon nombre de très grands neurobiologistes qui sont venus nous aider, y compris un qui est au Collège de France maintenant. Bon, ce qu'on apprend avec eux, c'est des choses très importantes qui vont nous permettre de développer cette approche dont tu parles. Il n'y a pas d'urgence absolue à se précipiter sur un malade pour lui donner un traitement psychotrope qui le sédate, qui l'abat et avec qui on ne peut plus discuter. Il n'y a pas d'urgence biologique, ça n'existe pas. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'un patient qui est suicidaire, on ne va pas le mettre dans le service et on ne va pas faire attention ou qu'on ne va pas lui donner un traitement. Ça ne veut pas dire qu'une bouffée délirante, on ne va pas lui donner des neuroleptiques. Ça veut dire qu'on y va très doucement et ça veut dire qu'on laisse, ça c'est très important, on laisse la possibilité dans le service au patient d'exprimer sa folie. Il n'y a plus qu'un seul endroit sur Terre où les patients peuvent exprimer leur folie, c'est dans le service de psychiatrie. Si on leur enlève cette possibilité en les matraquant de psychotropes, ou en les enfermant, ou en les isolant, ou en les contorsionnant, alors ils vont l'exprimer à l'extérieur, ils vont se faire exposer à l'extérieur. C'est ça qui va arriver. C'est très important que quelqu'un puisse exprimer aux autres sa folie, et évidemment qu'on la contienne. Ça, c'est du Winnicott. Winnicott ne traite pas un enfant, un adolescent sans accepter sa régression. Nous avons la chance dans le service d'avoir des possibilités d'hospitalisation longues, jusqu'à 1 an et demi. Donc, on a la possibilité d'accepter la régression d'un patient qu'on accompagne, qu'on contient, mais dont il peut, lui, toucher le fond avant de pouvoir rebondir. D'accord ? Donc, 1, il faut qu'il puisse exprimer sa folie. 2, ça n'est pas vrai que nous ayons le moindre traitement étiologique qui pourrait gommer, effacer radicalement un trouble psychologique. Nous avons des médicaments qui peuvent contenir un certain niveau de tension, d'angoisse et d'émotion, et c'est très important parce que ça permet à la pensée de ne pas être chaotique, fluente, trop rapide, dépressive, et de s'exprimer. Donc, la gestion médicamenteuse, mais la gestion comportementale de ces patients doit être suffisamment bonne, c'est-à-dire qu'elle doit, dans tous les cas de figure, amorcer un dialogue, mais pas avec notre mentalisation, pas avec notre façon de procéder, mais en acceptant de travailler avec la mentalisation, l'idiolecte, le vocabulaire de l'autre. Je ne travaille pas de la même manière avec le vocabulaire d'une anorexique qui parle par le corps. Je ne parle pas de la même manière avec un psychotique qui est dans l'infraverbal. Je ne parle pas de la même manière avec un borderline qui est dans l'agression, l'attaque des liens, la rupture des liens, la reprise des liens, l'abandon, la reprise. Bon. Il faut accepter de parler avec le vocabulaire, la façon d'être, l'idiolecte, c'est un mot compliqué en français, c'est-à-dire la façon de s'exprimer du patient. Il ne faut pas lui imposer notre façon. Ça veut dire très simplement que toutes les thérapies de conditionnement de type cognitivo-comportemental et même la mentalisation, imposer une mentalisation, une rementalisation, ne sont pas des choses que j'apprécie immédiatement. Je reste psychanalyste, je veux d'abord écouter, quelle que soit la manière qu'a le sujet de s'exprimer, quel que soit le chaos qui est le sien, la violence qui est le sienne. Si on ne le rencontre pas sur ce terrain-là, nous ne pourrons pas vraiment dialoguer avec lui. Ça ne veut pas dire que par moment, je ne mesure pas qu'un délire est trop fort et qu'il faut donner des neuroleptiques de manière suffisante, qu'à un certain moment, je ne mesure pas qu'une anorexique est trop maigre, qu'elle n'arrive pas à penser qu'elle se confusionne et je mets une nutripompe, ou que je n'arrive pas à penser que ce patient, pour tout un tas de raisons, ne peut pas
accéder à un impensé, à un impensable, et qu'il faut le remédier cognitivement ou par une mentalisation. Mais d'abord, je ne sais pas. D'abord, j'écoute. D'abord, je vois ce qui, dans les échanges entre les séances, permet de se lever. Est-ce que quelques-unes de mes interprétations changent l'économie psychique du patient, infléchissent le mouvement de la cure? Si je vois qu'il y a une mobilisation possible, alors là, je ne touche pas beaucoup, j'accompagne. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. Et ce que tu dis est très intéressant. Nous, à Naples, un groupe de travail, c'est sur les dialogues ouverts. Oui. Je ne sais pas si tu... Donc, un type particulier de thérapie multifamiliale où les patients et les soignants ont la même possibilité d'expression les propres exigences et de chercher ensemble une solution pour mieux vivre. C'est l'essence même de la psychanalyse, contrairement aux thérapies cognitivo-comportementales. Les thérapies cognitivo-comportementales, là aussi d'orientation américaine, et c'est un choix idéologique. Et ça peut se discuter, mais on le voit bien là, avec ce qui se passe aux États-Unis. Les thérapies cognitivo-comportementales sont des conditionnements opérants qui visent à ce que le sujet soit adapté à la société. Ça, c'est l'Amérique. Et bon, pourquoi pas? Ici, en Europe, encore pour un certain temps, la question de la co-création, la création commune avec le patient, bien sûr, de quelque chose qui peut nous lier, nous nouer, elle est fondamentale. Voilà, c'est ça la différence. Et il ne faut pas qu'on perde ça, évidemment. Ok. Merci encore, Maurice. Tu as été très clair et nous sommes confiants de pouvoir compter sur ta précieuse collaboration dans le futur. Je crois que nous avons terminé, quindi l'intervista è terminata. Sicuramente le riflessioni espresse dal professor Corcos ci saranno d'aiuto nella nostra pratica clinica quotidiana con gli adolescenti e giovani adulti, le cui problematiche, soprattutto in questo periodo di pandemia da Covid, rappresentano un'emergenza, un'ulteriore emergenza nell'emergenza. Ecco il motivo, questo è il motivo per cui all'interno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Napoli 1 Centro si è costituito da tempo un gruppo di lavoro su tali temi che coinvolgerà in rete tutti i servizi del Dipartimento di Salute Mentale. Dunque, arrivederci e alla prossima. Merci beaucoup, à bientôt. Bonsoir à tous, portez-vous bien. Merci à vous.